Bonjour et bienvenue sur Tsanga TV, dans cette nouvelle émission qui se nomme Oku. Oku traite de l'histoire dans sa globalité. Dans ce premier épisode, nous abordons le peuplement de Mayotte, avec notre spécialiste chercheur en histoire, Insa Dengizijou. Avant de commencer, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Merci. Parler du peuplement de Mayotte, c'est une vaste question. Une vaste question parce que c'est une question à controverse entre les différents chercheurs. On n'est pas tous d'accord sur l'origine des premiers habitants de l'île de Mayotte. Certains penchent pour la thèse africaine, d'autres penchent pour la thèse austronésienne. Austronésienne, c'est-à-dire qui viennent d'Asie, c'est-à-dire les Indonésiens, les Malaisiens, etc. Donc ce sont les deux options de réflexion qui existent dans le domaine scientifique concernant le peuplement de Mayotte. Aucune des deux hypothèses n'arrive à l'emporter sur l'autre. Parce que chaque bloc, chaque camp a ses propres arguments qui se valent, qui se comprennent et qui se justifient sur le terrain. Donc pour la partie africaine, le peuplement de Mayotte est africaine parce que nous, on a hérité des gènes, même aussi du teint, etc., des caractéristiques qui font que nous, on est des négros africains en provenance du continent voisin. Pour d'autres, il y a des éléments matériels tels que la rapa coco, la pirogue à balancier, un certain nombre d'éléments, ou le bétel, c'est-à-dire le rambou en Chimaoré, qui sont des éléments qui ont été retrouvés sur différents sites de fouilles, qui, pour les gens du camp austronésien, sont des éléments qui justifient le premier peuplement austronésien, d'origine austronésienne. Pour ma part, je pense qu'il y a eu un peuplement plutôt parallèle, c'est-à-dire on a les deux mondes qui sont arrivés sur un territoire sur la même période. D'autres vous diront que les Africains ne maîtrisaient pas l'art de naviguer, alors que les Austronésiens, c'est-à-dire connus sous le nom de Wakwak, maîtrisaient déjà l'art de la navigation avec les pirogues à balancier. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que les Bantous qui viennent du continent, de l'intérieur du continent, ce sont des gens qui ont été plus ou moins en contact avec l'eau. N'oublions pas qu'il y a le lac Malawi, il y a un certain nombre de grands lacs, la région des grands lacs. Ce sont des régions qui ont été très vite appropriées par ces gens-là qui naviguaient sur ces lacs. Donc ils avaient des rudiments de navigation qui étaient peut-être situés dans un lac, mais à partir du moment où ils ont quitté l'intérieur du continent pour arriver sur la côte, ils ont eu un temps d'adaptation, un tas de réappropriation des techniques de navigation qui existaient sur la côte avant d'embarquer sur des navigations pour aller chercher d'autres endroits qui étaient plus accueillants par rapport au continent. Donc, la thèse africaine, elle se justifie, à mon sens. On ne peut pas opposer aux partisans de cette thèse le fait que les Africains ne savaient pas naviguer. C'est complètement ridicule et complètement méprisant pour les peuples qui ont fait preuve d'ingéniosité pour arriver jusqu'ici. Donc on a les deux tendances. Bon, pour ma part, c'est que les deux peuplements sont parallèles. Ils sont arrivés presque en même temps sur le territoire de Mayotte, donc avec des villages différents. Et on va avoir à un moment donné des lieux de rencontre de ces gens-là. Vous avez les fouilles qui ont été pratiquées dans les années 70-80, notamment le site de Koungou qui est le plus ancien de l'île, qui date du 8e siècle. On retrouve des éléments à la fois africains et austronésiens. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, ces deux mondes-là étaient en contact. Pareil, à Dembéni, on retrouve des éléments africains et des éléments austronésiens. Que ce soit les fours pour travailler la métallurgie, ce sont des fours qui ont allié à la fois la technique des Bantous, qui maîtrisaient l'art du fer, et la technique des Austronésiens, qui maîtrisaient aussi l'art du fer. Même le manger, qu'est-ce que les gens mangeaient? La tortue, par exemple, c'est une nourriture qui est plutôt d'origine austronésienne. Ce sont les Austronésiens, les Wakwak, qui avaient cette habitude alimentaire, qui a été plus ou moins réappropriée par l'univers africain. Et aujourd'hui, on a l'héritage de ça dans la société mahoraise, même si la chair de tortue est devenue complètement interdite. Mais ce n'est pas une chose qui daterait d'aujourd'hui. Ça remonte à bien plus longtemps qu'à notre époque. Aussi, on a ces deux tendances. Maintenant, il y a aussi une autre question, c'est les gens cherchent à savoir, est-ce que le peuplement version malgache
il vient de Madagascar directement pour arriver ici, ou c'est un peuplement qui vient directement des origines, c'est-à-dire des Austronésiens. Certains chercheurs américains penchent sur la thèse selon laquelle il y a eu, avant l'arrivée des Austronésiens à Mayotte, un métissage qui s'est fait entre Africains et Austronésiens sur le continent et qui s'est par la suite transposé, qui s'est par la suite transféré sur les différentes îles de Mayotte. Toujours est-il que la seule trace du malgache qu'on retrouve dans l'archipel des Comores se retrouve à Mayotte. Donc ce n'est pas une présence qui date ni du 15e, ni de l'arrivée d'Andian-Tsuli, ni de la migration récente. Mais c'est un fait ancré depuis très longtemps dans le territoire. Donc la question est que moi, à la fin, je pense que c'est un peuplement parallèle entre les deux univers, l'univers africain d'un côté et l'univers malgache, enfin austronésien de l'autre, qui a donné par la suite la culture Shibushi faune qu'on connaît aujourd'hui. Par rapport à tous ces éléments qu'on vient de voir, la question aussi du village ou de la ville de la première installation, elle a été aussi posée. Donc certains pensent que c'est plutôt du côté de Kwale qu'il faut chercher l'origine. Donc Kwale, c'est un mot d'origine africaine qui assoit l'idée d'un premier peuplement africain, bantou. Ou on a aussi d'autres chercheurs qui pensent que la première installation à Mayotte, humaine, la première installation humaine à Mayotte a eu lieu du côté de Mtsamboro, du côté du nord. Parce qu'il y avait des facilités d'entrée qui existent jusqu'actuellement, qui a favorisé la venue et l'entrée en sécurité des marins qui étaient partis de leur point d'origine pour arriver sur un territoire qu'ils ne connaissaient pas du tout. Donc, du côté de Mtsamboro, les chroniques locales, notamment la chronique de Jaim Kadara, la chronique de Kadi Omar Aboubakar, font état de cette première installation du côté de Mtsamboro, avec, dans un premier temps, une organisation sociale et politique complètement africain-bantou, avec à la tête de cette organisation un chef qui était plus connu sur le nom de Fani. Donc les Fani de Mayotte, il y en avait plusieurs, et le Fani de Mtsamboro semble avoir eu une prépondérance sur les autres. Donc ce qui fait dire à beaucoup que Mtsamboro a été le premier lieu de ce peuplement. Donc à partir de Mtsamboro, la population s'est déplacée vers Tsingoni parce qu'il y avait des difficultés à assurer la sécurité des habitants avec les attaques des différents pirates qui arrivaient. La ville n'était pas très sécurisée. Donc là, le centre névralgique du pouvoir local a migré vers Tsingoni. Donc pendant ce temps-là, on a eu un autre apport de l'immigration qui est venu s'ajouter aux deux précédentes, c'est-à-dire bantou et austronésienne. On a la migration chirazienne qui arrive dans l'île en provenance d'Anjouan et de plus loin, c'est-à-dire directement de la Perse. Donc ce sont des éléments qui vont se rajouter. À partir de là, la société mahoraise va commencer à changer, à se structurer, à se hiérarchiser. Donc on n'a plus ce pouvoir africain qui était partagé plus ou moins au sein d'une communauté, mais on va avoir une société pyramidale avec un chef désigné qui va prendre le titre de sultan, donc c'est à partir du 15e, 16e siècle. Et puis les autres, une organisation sociale qui va mettre en place aussi l'esclavage, donc sur le pied de la pyramide, on va avoir les esclaves et au milieu de la pyramide, les Wangwana, c'est-à-dire les autochtones qui étaient sur place avant l'arrivée des Chiraziens, qu'on ne pouvait pas réduire en esclavage. Donc ce qu'on appelle les Wangwana, ce sont des personnes libres de disposer d'eux-mêmes, libres de travailler leur parcelle de terrain, libres dans leur va-et-vient. Donc ils sont complètement libres, ils ne sont pas assujettis, contrairement aux esclaves qu'on va importer d'Afrique ou d'ailleurs, par exemple. Donc on a aussi cette mutation qui, par vague de migration, va faire que la société mahoraise va être une société métissée, une société qui vient aussi, il faut asseoir ce fait, qu'on est une société d'immigration. On n'est pas né sur place, mais on vient tous de quelque part. Donc, en ce sens, c'est une société qui va avoir des apports, qui va les incorporer, les intégrer pour faire la société qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on a les Arabo-Chiraziens qui arrivent, par Mtsamboro ou ailleurs.
Ensuite, vous allez avoir un mouvement d'arrivée des Européens, des premiers Européens qui vont arriver à partir du XVIe siècle, l'irruption des Portugais. Ensuite, vous avez à partir du XIXe siècle l'arrivée des Français. L'implantation perdure jusqu'à nos jours. Un autre apport important qu'il faut souligner parce qu'il est primordial, c'est l'apport de l'immigration, du travail à partir du XIXe siècle. À partir du moment où Mayotte devient une colonie sucrière et que la main-d'œuvre locale ne suffisait pas à mettre en valeur les concessions et les usines de sucre, il a fallu importer, il a fallu aller chercher des travailleurs à l'extérieur de Mayotte pour venir mettre en valeur l'économie qui était décidée pour l'utilité de Mayotte au sein des colonies françaises. Donc cette recherche de main-d'œuvre va s'orienter dans un premier temps sur les îles voisines, mais ça ne va pas être concluant parce que les gens signaient des contrats, mais à la fin de leur contrat, ils retournaient nécessairement dans leurs îles. Donc ça a bousculé en fait les prévisions en termes de ressources humaines pour travailler les champs de canne. Il a fallu inventer une autre voie de recrutement des travailleurs qui va s'orienter vers l'Inde. D'abord parce que les gens pensaient naturellement que ce qui était possible à La Réunion avec l'importation de nombreux Indiens pour venir travailler sur les champs de canne était possible à Mayotte. Sauf qu'on a importé un premier contingent de travailleurs indiens qui n'a pas été concluant, c'est-à-dire les recruteurs qui étaient sur place ne se sont pas concentrés sur les conditions sanitaires des personnes qu'ils recrutaient. Donc, quand ils sont arrivés sur les territoires, toutes ces personnes sont tombées malades et beaucoup sont morts. Donc, cette piste a été très vite abandonnée parce que les Indiens n'ont pas résisté aux conditions et aux maladies paludéennes qui étaient à l'époque très courantes à Mayotte. À partir de ce moment-là, on va ouvrir les voies vers le continent africain. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va recruter énormément d'Africains venant du Mozambique, venant de la Tanzanie. C'est essentiellement des ethnies qui sont reconnues pour leur capacité à travailler sans broncher, en quelque sorte. Donc vous avez les Makua, les Nyamwezi, les Shona, les Makonde, etc. Donc ces peuples-là, ces ethnies-là vont être importées à Mayotte. Et on va avoir un basculement de la démographie mahoraise. Ils vont devenir plus nombreux que les autochtones. Les relations de mariage, les interpénétrations entre les humains vont faire que le Maoré d'origine va être le Maoré pluriel que l'on connaît aujourd'hui. Il ne va plus être le Maoré qui vit dans son village, mais il va être en contact avec des gens qui viennent de l'extérieur et qui vont par la suite devenir Maoré. Ce sont des gens qui sont venus mais qui ne sont pas retournés dans leur pays d'origine, qui se sont intégrés dans la culture locale, dans la religion, dans la société. Donc ils sont restés parmi nous et nous avons dans nos sangs, dans nos veines, des éléments génétiques, un sang qui vient aussi du continent africain, lié au travail engagé qui coule en nous, même si on ne veut pas le reconnaître. Mais c'est ça aussi la vérité qu'il faut aussi assumer. Il n'y a rien de honteux, on est des Africains. On a un apport récent, c'est-à-dire du 19e siècle, par rapport à notre africanité, qu'il faut intégrer, qu'il faut assumer sans en avoir honte. Pour ce qui est du peuplement, on n'a pas de chiffres du tout concernant le nombre d'habitants. Ça, on n'en a pas, parce qu'à l'époque, il n'existe pas. En revanche, on va avoir des éléments, c'est-à-dire des fouilles archéologiques, qui vont nous permettre de déterminer plus ou moins comment vivaient les gens, d'où est-ce qu'ils venaient potentiellement par rapport aux artefacts qu'on a retrouvés sur un site. Donc les sites, il y en a plein. Vous avez par exemple ici, on est au site d'Aqua de Antiraboara. C'est un site qui date du 11e. Donc on a là des éléments archéologiques, des artefacts qui vont renseigner sur d'où venaient les peuples qui vivaient ici. Comment ils étaient, avaient-ils une religion? Ici par exemple, on sait qu'ils avaient une religion plus ou moins liée à l'islam. Si on prend les éléments d'orientation du Mor, qui a une orientation nord, c'est-à-dire face à la Kamba, par exemple. Vous avez le site de Dembéni. Là, on est sur du 8e, 11e siècle. Donc, ce sont des éléments à la fois africains et austronésiens.
On ne retrouve pas trace, par exemple, de mosquée. Jusqu'à présent, on n'a pas retrouvé trace de mosquée à Dembéni. Dans toutes les fouilles qui ont été réalisées, on n'a pas trouvé trace de mosquée. Ce qui veut dire que ce sont des habitants qui étaient soit animistes, soit athées, mais ils n'avaient pas de foi liée à l'islam, par exemple. On a retrouvé aussi des os de porc, c'est-à-dire les gens qui étaient sur place consommaient du porc, consommaient du hérisson. Donc c'est une alimentation qui n'est pas très liée à l'islam. Et puis vous avez un autre site important et qui est connu, c'est le site de... Il y en a deux en petite terre, le site de Bagamoyo et le site, le site de Bagamoyo qui est connu sous le nom de Pamanskeli et le site de Polé. Là par contre, on a des éléments qui attestent déjà d'une islamisation de la population, d'une certaine partie de la population. On ne peut pas dire que toute la population était islamisée parce qu'on n'en a pas à la preuve, mais en revanche, on peut dire qu'une partie de la population était islamisée parce qu'on en a la preuve. Il y a les mosquées de Polé. Donc là, on est dans les 16e, 15e, 16e siècle. On a des mosquées, on a aussi la même configuration au niveau de l'orientation des tombes qui attestent d'une certaine islamisation. Même si on ne sait pas de quel islam il s'agissait, mais on a ces éléments-là. Parce que ça peut être l'islam chiite ou l'islam sunnite. Là, en revanche, on n'a pas d'éléments qui peuvent attester que c'est l'une ou l'autre partie. Il y a aussi le site de Tingoni, dans les 15e, 16e siècles, avec la mosquée et les tombeaux, qui sont d'inspiration plutôt chirazienne. Donc ce sont des éléments qui nous permettent, nous autres qui travaillons dans la recherche historique, de pouvoir poser un récit sur la vie des premiers Mahorais. Sans ces éléments-là, on serait incapable de dire quoi que ce soit. Même s'il y a la tradition orale, mais la tradition orale, elle doit être aussi mise en parallèle, confrontée à d'autres sources qui permettent de dégager une certaine vérité, même si on n'arrivera pas à la vérité la plus totale, mais on aura quelques renseignements qui nous permettent de penser que potentiellement cette chose-là peut être vérifiée par l'archéologie ou par les archives orales. Ce qui est sûr, c'est que Mayotte est une société plurielle. Plurielle parce qu'elle a reçu des influences venant de différents horizons. Différents horizons qui nous sont proches, d'autres qui nous sont lointains, tels que l'Europe, l'Arabie, ou encore, pour celles qui nous sont proches, celles qui sont sur le continent et la côte africaine. Donc aujourd'hui, avec toutes les crises qu'on traverse, avec tous les questionnements sur l'identité, sur notre identité, il faut retenir que Mayotte a été et sera probablement une société plurielle. Elle n'excluait pas, mais elle intégrait. Aujourd'hui, est-ce qu'on a la capacité d'intégrer? Dans quelle mesure on l'a perdu? Et pourquoi on l'a perdu? Ça, ce sont des questionnements qu'il faudra creuser pour essayer de retrouver sens à notre développement, de retrouver sens à notre savoir-vivre, à notre vivre ensemble aussi. C'est ça aussi que j'aimerais aussi donner comme élément de réflexion à tous ceux qui souhaiteront approfondir les sujets sur cette question de premier peuplement. Donc la grande question à la fin, c'est quoi être Mahorais? Ça, je vous laisse répondre chacun dans votre coin et on aura des éléments qui sont différents selon les personnes et selon le projet qu'on souhaite pour Mayotte. Donc, on se retrouve probablement pour d'autres thématiques qui sera, si mes souvenirs sont bons, à l'époque des Fagnes, c'est-à-dire comment les Mahorais ont su se gérer, s'autogérer, avoir des institutions, se gouverner sans le monde extérieur. Comment on s'organise, comment on fait société quand on n'a aucune relation avec l'extérieur. Donc ce sont les Fagnes avec une organisation de pouvoir, de justice, etc. Donc on a perdu les éléments, mais on va essayer de restituer ces éléments-là qui faisaient de Mayotte un ensemble cohérent, un ensemble paisible. Nous arrivons à la fin de notre émission. Si vous aimez ce que nous faisons, pensez à mettre le pouce bleu pour nous soutenir et on se retrouve dans le prochain épisode. Sam Tsaratika.